BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h30 en ce mercredi soir. Et oui, nous sommes là, comme chaque soir, fidèles au poste. 19h30, 21h pour votre gros débrief de l'actu tech. Évidemment, chaque jour sur BFM Business et Tech & Co, la quotidienne. Je suis très heureux de vous retrouver. Que vous soyez à la radio, à la télé, que vous nous regardiez en replay ou que vous nous écoutiez en podcast, merci d'être là. Avec ce soir, au sommaire de ce Tech & Co, eh bien, on va revenir sur cette saga incroyable, la bataille de l'IA aux États-Unis, avec plein de rebondissements. Le dernier en date, c'est que Microsoft soutient Anthropic. On va tout rembobiner, on va tout vous expliquer dans un instant parce que c'est quand même assez costaud. On évoquera aussi ce chiffre, 25% des iPhones sont dorénavant fabriqués en Inde. On voit qu'Apple essaie de se désolidariser de la Chine concernant la production de son produit phare. Et puis tout à l'heure, je recevrai la start-up Sophia Genetics qui travaille sur l'IA et le cancer. Comment détecter des cancers plutôt grâce à l'intelligence artificielle et surtout comment le soigner de manière beaucoup plus personnalisée. On en parlera avec le patron de cette start-up très prometteuse qui sera avec nous sur le plateau tout à l'heure. Un grand merci d'être là. Bienvenue, c'est parti, c'est Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'actu tech avec ce soir Isabelle Bordry qui nous fait de l'amitié d'être là. Salut Isabelle. Bonsoir François. Isabelle Bordry, alors que vous connaissez si vous êtes un fidèle de Tech & Co, qui vient nous voir régulièrement, qui est fondatrice de Retency, qui était il y a quelques années encore la patronne de Yahoo. Absolument. Eh oui, à tes côtés, c'est Philippe Devost qui est là. Salut Philippe. Bonsoir François. Fondateur de Phileos et cofondateur de Wanadoo, fin connaisseur aussi de toute l'actu tech. Merci d'être là. Et Tristan Nito est avec nous aussi ce soir. Mon cher Tristan, ravi de te retrouver. Directeur associé commun numérique et anthropocène chez Octo Technologies. Et rappelons que tu as été l'un des porte-parole de la fondation Mozilla, plus que ça même. Président de Mozilla Europe. Président de Mozilla Europe il y a quelques années. Autant vous dire que voilà, quand on commence à ouvrir le livre Tristan Nito, il y a pas mal de choses à raconter. C'est toujours intéressant d'avoir ton point de vue sur tous ces sujets qu'on évoque le soir. Eh bien, on va commencer par évidemment l'épisode Anthropic. L'épisode Anthropic qui intègre à l'intérieur OpenAI, qui intègre le Pentagone et qui intègre aussi Microsoft, qui a décidé de soutenir en fait Anthropic après avoir lancé un procès contre le Pentagone. L'administration américaine avait placé, rappelez-vous, la start-up sur liste noire après qu'elle ait refusé un accès total à son IA Claude à des fins militaires. Voilà, une belle idée, bien évidemment, mais qui a coûté cher à Anthropic. C'est la première fois qu'un géant de la Silicon Valley, enfin qui n'est même pas d'ailleurs de la Silicon Valley, puisque Microsoft est de Seattle, rappelons-le, prend parti dans ce conflit. On écoute les explications de Paul Waller et on revient juste après, évidemment, pour vous raconter toute cette histoire. De vastes répercussions négatives sur l'industrie de la tech. Microsoft, qui a investi jusqu'à 5 milliards de dollars dans Anthropic, n'a pas mâché ses mots en soutenant la start-up de l'IA Claude dans son procès intenté contre le gouvernement américain. Une action en justice qui permet à Anthropic de réaffirmer ses lignes rouges, l'utilisation de l'IA pour des armes autonomes létales et la surveillance de masse de citoyens américains. Ce n'est pas le moment de mettre en péril l'écosystème de l'IA que l'administration a contribué à promouvoir, lâche Microsoft. Soutien aussi apporté par un groupe de plus de 30 chercheurs de Google et d'OpenAI. L'entreprise de Sam Altman avait d'ailleurs signé un accord avec le Pentagone quelques heures seulement après le refus d'Anthropic, ce qui a suscité un tollé chez certains employés et utilisateurs de ChatGPT. Le bras de fer éthique qui s'engage entre les géants de la tech américaine et le Pentagone fait déjà réagir au-delà du pays. La Chine avertit que l'usage immodéré de l'IA à des fins militaires risque de plonger le monde dans une dystopie semblable à Terminator. Oula! Écoutez, franchement, n'ayons pas peur, tout va bien se passer, vous allez voir. Alors, qui veut nous raconter cette histoire qui dure depuis plusieurs jours ? Alors, je vous dis ça parce que je l'ai tellement raconté de fois que j'aimerais que quelqu'un me la raconte. Je me lance. Allez Tristan, ouais. Ça fait plaisir. Voilà. Vas-y, raconte-nous l'histoire du Pentagone, de l'IA, d'Anthropic qui se désolidarise, d'OpenAI qui arrive et de Microsoft et Google qui rentrent dans la danse. Bon, alors les principaux acteurs de l'IA ont des contrats avec le Pentagone et en particulier pour utiliser de l'IA dans un cadre guerrier. Néanmoins, Anthropic avait mis 2 clauses spéciales qui étaient, en particulier, on ne veut pas que Claude soit utilisé pour faire de la surveillance de masse d'Américains.
parce que c'est mal et que c'est pas bon pour notre pays et que ça serait mauvais pour la démocratie, etc. D'une part. Et la deuxième clause, c'était on ne veut pas que notre IA soit utilisée pour décider de tuer des gens sur un théâtre de guerre ou dans quelque autre circonstance sans supervision humaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment confiance, on pense qu'il faut vraiment une barrière pour que, non, une IA ne peut pas décider de tuer un humain comme ça. Il faut qu'éventuellement, si on lui demande qu'elle suggère des nombres des plus efficaces dans un contexte, mais c'est un humain qui prendra la décision finale. Et les deux me paraissent particulièrement raisonnables. Ne pas espionner les citoyens de notre propre pays, de leur propre pays, et de ne pas tuer des humains. Raisonnable, voire même prudente. Oui, voilà. Et seulement, l'administration Trump n'a pas aimé. Anthropic a dit non, nous, on ne franchira pas cette ligne jaune, on va dire, ou rouge. Et alors là, ça a été la foudre du Pentagone, notamment de Donald Trump, qui a lui-même communiqué là-dessus en disant Anthropic, c'est vraiment les veines un petit canard, ils sont méchants, ils vont le regretter. Alors là, c'est la foudre. Et en particulier, ils ont dit, on va dire, il a utilisé en fait un dispositif légal qui avait été, je crois, fait pour Huawei, en disant c'est une société dangereuse, il faut la retirer des fournisseurs de l'armée parce que ces gens-là, on ne sait pas quoi. Alors autant sur Huawei, il y avait des soupçons qui étaient raisonnables, autant sur Anthropic, qui était le système le plus utilisé, ça n'avait aucun sens. C'était juste une sanction à la Trump, punitive. Sans raison sérieuse. Autre que punitive, quoi. Il me semble que l'argument invoqué par la présidence Trump crée un précédent au sens où, en tout cas, c'est la première fois qu'une société américaine se retrouvait sur une telle liste. Ah oui, c'était pas du tout prévu, c'était pas un dispositif qui était prévu pour ce genre de choses. C'était non, il y a un risque que cette entreprise ne mérite pas la confiance. D'ailleurs, on se demande d'ailleurs si et c'était totalement disproportionné. Bien sûr, et on se demande d'ailleurs si cette décision va être approuvée après par les juges, etc. Parce que je pense qu'il va y avoir forcément un arbitre concernant, comme souvent avec les décisions de Trump, on se souvient des droits de douane, etc. Donc on ne sait même pas si elle va être validée. En fait. Absolument, il a juste... Le problème de l'arbitre, c'est qu'il arrive au rythme auquel va l'arbitre, parce qu'un pouvoir judiciaire, ça doit prendre le temps d'examiner l'ensemble des éléments du cas. Et donc le mal, entre guillemets, d'ailleurs qu'on l'écrive avec un E à la fin ou pas, est fait. C'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui explique pourquoi Microsoft est monté au créneau. Parce que Microsoft est quand même s'ils ont mis 5 milliards dans Anthropic, ce qui est une petite somme pour Microsoft, est quand même concurrent de Anthropic par le biais de OpenAI. Et par ailleurs, le Pentagone est son premier client. Donc Microsoft s'associe à Anthropic dans ce fait de justice contre son premier client. Donc une solidarité, on va dire, assez téméraire, je dirais. Et comment oui, mais elle est justifiée. Elle s'explique. En fait, elle s'explique par deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, Microsoft propose à ses clients, notamment sur Azure, d'utiliser Anthropic, qui peuvent déployer effectivement sur Azure, et donc ils ne veulent pas eux-mêmes se retrouver dans une situation difficile. Et oui, parce que si ça vient sur liste noire, plus d'Anthropic. Voilà, et ils n'ont plus possibilité de l'utiliser alors que Pentagone est effectivement leur premier client. Et puis la deuxième chose, c'est si c'est aussi facile pour l'administration Trump de mettre une entreprise sur une liste noire, c'est un vrai sujet pour l'ensemble des géants de la tech. Donc ces deux sujets ont fait en sorte que Microsoft, effectivement, soit monté au créneau, ce qui est totalement inédit. Tout le monde, en fait, si jamais ça passe, tout le monde risquerait de se retrouver sur la liste noire. C'est ça. Et ça serait une horreur pour le business de toute la tech, qui est, dont l'armée est un énorme client et le gouvernement fédéral est un énorme client. Donc en fait, c'est à la limite, on pourrait pour Microsoft, c'est risqué aujourd'hui, mais par rapport au risque que ça leur ferait prendre si jamais ils arrivaient sur cette liste noire, vaut mieux bloquer le mécanisme de liste noire que de risquer de finir dessus, parce que là, c'est la fin des haricots. Et puis après, il y a un autre sujet que j'ai trouvé intéressant, c'est cette notion de contre-pouvoir entre l'administration et les géants de la tech de la Silicon Valley. Et ça me rappelle je sais, Tristan, tu dois sûrement le savoir, une polémique qui s'était passée dans les années 70 en France. Ça fait plaisir qu'on dise que tu dois le savoir. J'étais né, j'avais moins de 14 ans. J'étais encore jeune, mais tu vas voir pourquoi. En fait, dans les années 70, le ministère de l'Intérieur avait, avec l'INSEE, imaginé en France reconstituer et en fait aligner l'ensemble des fichiers administratifs pour tracer, pour surveiller
en tous les cas pour s'assurer que l'ensemble des Français étaient en ordre vis-à-vis de l'administration. Ils avaient appelé ce projet Safari, ce qui est quand même assez étonnant. Et un jour, un article du Monde avait mis en avant ce projet en disant Safari ou la chasse aux Français. Parce qu'effectivement, c'était un moyen de reconstituer l'ensemble des fichiers et donc d'écouter de manière massive l'ensemble des Français. Et c'est à la suite de ça qu'est née la CNIL. Et voilà. Et donc, à la suite de cette polémique qui a été absolument énorme en France, l'État, donc à l'époque Valéry Giscard d'Estaing, a fait en sorte qu'il y ait une loi qui soit votée en janvier 1978 pour protéger le citoyen contre une possibilité qu'avait l'État de faire une surveillance de masse. Fliquer, en fait. Et donc c'est ainsi que la CNIL est apparue. Et aujourd'hui, effectivement, la CNIL continue sa mission de s'assurer que l'ensemble des fichiers, qu'ils soient gérés par une marque ou par un État, ne permettent pas une surveillance massive de ce qui se passe en France. Mais on a eu ce réflexe en France et aux US beaucoup moins quand même. Hein. Voilà, et donc là ce qui est intéressant, c'est que dans le premier cas, c'est l'opinion publique qui a été très émue par la situation. Aujourd'hui aux États-Unis, en fait, c'est les géants de la tech qui eux-mêmes endossent font en fait cette responsabilité. Donc c'est pas un journaliste du Monde, en l'occurrence en France, ou du Wall Street aux États-Unis, qui en fait prend la parole et renverse l'opinion, mais c'est les géants de la tech qui en fait négocient directement avec l'administration, non pas pour des raisons éthiques. Non, des raisons business. Mais pour des raisons business et économiques. Ouais. Et puis là, les masques tombent quand même, parce que donc on voit qu'avec ce jeu-là, Anthropic qui donc ne veut pas franchir cette ligne rouge, OpenAI qui dit « Moi, je veux bien la franchir je veux bien prendre l'argent !» Je veux bien 200 millions. Ça fait toujours plaisir. Alors même si après, Sam Altman est un peu revenu en disant « Il y a malgré tout quand même quelques garde-fous, etc. » Mais bon, c'était trop tard. D'ailleurs, ça a joué mais j'ai lu qu'en fait, ChatGPT est devenu l'application la plus désinstallée de l'App Store à la suite de ça. Et alors, le paradoxe, c'est que Claude est devenu l'installation la plus installée. J'ai plein de gens en fait, c'est le double effet. Il y a un enjeu d'image pour ces sociétés vis-à-vis du peuple américain qui est absolument colossal. Et la directrice du programme robotique de OpenAI a démissionné en disant écoutez, moi je peux pas cautionner cette approche. Et Nvidia vient d'annoncer qu'ils investissaient une somme d'argent assez conséquente dans The Thinking Machine Lab, qui est en fait menée par l'ancienne CTO d'OpenAI. On en parlera tout à l'heure. Voilà, et qui justement prend le contre-poids d'OpenAI sur ces types d'IA. C'est ça. Et alors, parce que Philippe, oui, mais c'est pas terminé en plus cette histoire, parce qu'il y a Google qui rentre dans la danse aussi. Oui, en fait cette histoire, elle a commencé aussi. Moi, j'ai regardé les chiffres en préparant l'émission. Microsoft avait déjà un contrat d'à peu près 170 millions de dollars avec l'US Air Force pour Azure. Anthropic avait un contrat prototype à 200 millions. OpenAI n'était pas encore dans la danse, donc ils sont rentrés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, oui, il y a du business et il ne faut jamais oublier que l'éthique, parfois, est un argument marketing pour le business. Donc, je pense qu'Anthropic se singularise et se distingue de ce point de vue-là, sachant que manifestement, il y a des sujets de performance aussi, puisque quand on regarde la part d'usage dans les entreprises de Claude par rapport à ChatGPT, sur un an, la glissade de ChatGPT est assez frappante. Mais surtout, moi, je trouve que le débat se cristallise sur un truc qu'on avait tous oublié, parce qu'on y consent à chaque fois qu'on clique pour accepter une application, qui sont les conditions générales d'utilisation. Et là, c'est comme si subitement le gouvernement américain disait « hop, moi, je veux avoir un droit de regard sur les conditions générales d'utilisation et je vais vous tordre le bras si les CGU ne me conviennent pas. » Et donc, on est dans une question qui est à la limite entre le droit, la pression par la société et la capacité de résistance, entre guillemets, soit du corps social, comme tu le disais, Isabelle, soit des quelques géants de la tech qui veulent garder leur autonomie. En fait, la question, c'est est-ce que c'est les conditions générales qui ont force de loi ou est-ce que c'est la loi ? Le Pentagone dit « je respecte la loi ». Donc, vous devez, en fait, si vous travaillez avec moi, vous conformer à la loi. Ce qui choque aujourd'hui Microsoft, je crois, et c'est pour ça qu'ils sont rentrés dans la danse, c'est qu'en réalité, le simple fait de mettre Anthropic sur une liste noire, donc vraiment au banc de toutes les entreprises américaines, est un vrai sujet, en fait.
Oui, c'est la sanction qui fait peur. Voilà, c'est ça. C'est pas tant vous ne respectez pas. C'est presque une sanction d'un pays autoritaire, finalement. Voilà, et Anthropic dit, si vous ne voulez pas respecter mes conditions générales, vous pouvez travailler avec Google ou Microsoft. Il n'y a pas de problème. Mais de là à être puni exagérément suite à cette décision... C'est ça le sujet de Microsoft. Il est beaucoup dans l'humiliation, c'est systématique. Donc, c'est pas complètement surprenant de sa part. Ça pose des questions éthiques sur lesquelles les Américains se positionnent aujourd'hui en boycottant, entre guillemets, OpenAI et en se positionnant plus sur Claude. Effectivement, il y a des questions d'image et d'éthique. Et effectivement, est-ce qu'on peut laisser, et on en parlera tout à l'heure avec la nouvelle société qui a racheté Meta, un agent IA ou une IA prendre une entière décision sur la vie ou la mort d'un homme? C'est assez compliqué. Alors, vous pensez que cette histoire est terminée? Ben non, les amis, il manquait Google. Non, mais non, là, oui. Quand même. On tient notre feuilleton. Alors, quelle est la position de Google sur ce sujet? Ben écoutez, ça y est, là encore, je disais, les masques tombent, puisque Google n'a pas envie de se désolidariser du Pentagone, bien au contraire, puisque, il faut le savoir, en fait, Gemini est intégré dans les outils de près de 3 millions d'employés du Pentagone. Donc 3 millions, ça doit faire une grosse majorité. Alors c'est pour des du civil, hein. Des actions c'est du non civiles, classifié. Ouais, voilà, etc. Mais pour commencer, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, cette histoire-là. Et on commence toujours par gérer les agendas. On gère les agendas. Et puis après, tu mets un bouton IA dedans. Ça y est. Et puis on va de plus en plus loin. Et ces agents IA donc ont été choisis par le Pentagone. Alors que ce soit le personnel civil, mais aussi les militaires, il y aura 8 agents préconfigurés. Ça va donc synthèse de réunion, tâches administratives, création de budget quand même, vérification de conformité des actions envisagées avec la stratégie de défense nationale, etc., etc. On voit que Google là. Qui était plutôt silencieux, plutôt spectateur de cette guéguerre, là voilà. Avec une promesse vachement intéressante quand même, qui est de réduire de 6 mois à 6 semaines, je crois que c'est ce que Google avance, notamment toutes les opérations de planification. Et on voit très très bien que dans la situation actuelle, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit sur le front ukrainien, l'agilité est probablement la première exigence de toute force qui s'engage sur le terrain. Donc accélérer la planification, c'est un élément clé. Énorme. Et on ne peut pas empêcher le Pentagone d'utiliser des sociétés souveraines et des services extrêmement performants. Donc c'est vrai que la limite est extrêmement compliquée et l'administration et le Pentagone sont en dernier ressort les garants d'une bonne utilisation, d'une utilisation raisonnable. Il semblerait qu'Azure soit le cloud des Israéliens et il est aujourd'hui quasiment prouvé que l'ensemble des conversations collectées des Palestiniens a été massivement traité sur le cloud Azure et a permis aux Israéliens sûrement, ça contribue à leur supériorité. C'est très compliqué. On ne peut pas empêcher un pays et ses alliés d'utiliser ses propres outils, voilà, sachant qu'il faut que le pays soit raisonnable. Il y a un quatrième acteur ou une classe d'acteurs qui entre en jeu. On a dit qu'il y avait l'État, on a dit qu'il y avait les citoyens, il y a les géants de la tech. Et maintenant, il y a aussi les salariés des géants de la tech, parce que chez Google, je crois que c'était en 2018, je ne sais plus, où il y avait eu un mouvement social en disant, écoutez, non, on ne peut pas accepter que notre technologie soit utilisée de Google, soit utilisée pour tuer des gens. Alors c'était une autre époque. Boston Robotics, Alphabet avait été le propriétaire en fait de Boston Robotics. Boston Dynamics, oui. Boston Dynamics, pardon. Tous ces robots qui après ont été conçus à des fins militaires, en tout cas le Pentagone et en fait toute la défense américaine s'était intéressée à ça, et Google avait été obligé de se désengager de cette boîte-là parce que ça commençait vraiment à sentir le roussi. Voilà, exactement. Et là, c'est en train de repartir, puisqu'en fait, il y a des collaborateurs de Microsoft, de Google et d'OpenAI qui ont commencé à faire une pétition en disant qu'ils n'acceptaient pas que leur employeur se soumette à l'armée américaine sans condition. Ouais. Et là, c'est super important parce qu'en fait, le marché est en extrême tension au niveau de l'emploi, au niveau des data scientists. Et t'imagines, ils sont tous en train d'affiler des dizaines de millions pour acheter les uns les autres. Et là, il se trouve que tu en aurais des gros morceaux d'équipe qui partiraient, par exemple, chez Anthropic. Tu vois mais on va voir. Il faudra
faudra voir s'ils atteindront le nombre. Il y avait plusieurs milliers à l'époque contre le projet Maven en 2018. Ils étaient plus de 5 ou 6 000 à avoir réussi. On va voir si ça remonte. Oui, mais... Et donc on se retrouve dans une situation où qui est le contre-pouvoir ? Qui est le contre-pouvoir pour faire en sorte que l'État ait un positionnement raisonnable dans l'utilisation de ces outils ? C'est très compliqué. C'est plus la presse. C'est en partie des patrons des géants de la tech, mais c'est aussi, comme tu le disais, les salariés. En tous les cas, il faudra peut-être qu'un jour, les citoyens américains aussi émettent leur point de vue, mais je ne sais pas très bien par quel biais. Et si c'est plus la presse ? La presse, si tu veux, tu as Jeff Bezos qui contrôle malheureusement de plus en plus le contenu. Et qui est en train de cramer le journal, d'ailleurs. Oui, exactement. Les gens sont des abonnés, etc. Enfin, donc en fait, c'est assez préoccupant que la presse ne soit pas indépendante. Quel contre-pouvoir ? Vous savez, moi, en fait, ce que j'aurais préféré de la part du gouvernement américain, c'est qu'il réquisitionne des IA. Voilà. On est dans un temps de guerre, une situation d'urgence. OK, vous voulez pas nous donner vos informations, nous, on réquisitionne, en fait, tout ça. Vous n'avez pas le choix de ne pas nous les donner. J'aurais préféré ça, en fait, que de dire, écoutez, OK, c'est non, je vous mets sur liste noire, en fait. Je trouve que c'est contre-productif. Et c'est exactement on peut comprendre que des moments clés de l'histoire... Ça aurait été de la réelle politique, tu vois, ce que tu dis, parce qu'en fait, quelque part, personne n'aura été vraiment dupe, du genre, tu veux pas me la donner, je vais te tordre le bras, tu vas faire « Ah !» et je vais la prendre quand même, et tout le monde sauve la face en quelque sorte. Tu vois, exactement. Et là, non, là, mais c'est Trump, je vais t'humilier. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé le 11 septembre. Le 11 septembre, alors pardon, je fais un peu vieille mamie, mais le 11 septembre... Mais non, t'es la plus jeune d'entre nous. Et de loin. Le 11 septembre, Philippe n'est pas loin, je pense. Le 11 septembre, effectivement, il y a eu une discussion directe entre les géants de la tech de l'époque et les services de sécurité au moment des Twin Towers. C'était l'époque de Yahoo. Absolument. Et donc, on nous demandait de manière très régulière de donner des adresses IP. C'est-à-dire, il n'y avait plus de réquisition judiciaire. On était sur des systèmes beaucoup plus directs où il était question de sécurité de la population. Et donc, on ouvrait nos livres pour fournir les adresses IP sur demande de la police. Oui, on était dans une situation aussi... de guerre. Exactement. Mais je crois qu'il faut, juste pour conclure, quand même se remettre dans un contexte, parce qu'on peut se demander si ça pourrait se produire en Europe. Je pense que on est dans un moment où on se souvient, ou en tout cas les États-Unis nous rappellent, qu'ils sont un complexe militaro-industriel abrité par une constitution, mais qui sont d'abord un complexe militaro-industriel. Et je dis ça dans les deux sens. Sans le Pentagone et les investissements massifs de l'armée, il y a tout un tas de projets de recherche qui n'auraient jamais été financés, qui n'auraient jamais donné des technologies civiles. Et de start-up aussi, en fait, si tu veux, parce qu'ils accompagnent loin. C'est clair. Absolument. Et combien d'innovations militaires sont arrivées après dans le grand public, Tout à fait. Le GPS. Ouais. Et après, toute la question, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est quand est-ce que l'état de guerre commence ? Parce que les règles rouges, en fait, et les conditions générales d'Anthropic, c'était ne pas écouter de manière massive les Américains, et s'assurer qu'il y ait effectivement un homme avant que quelqu'un soit tué par une IA. Donc c'est des choses qui paraissent très raisonnables, en fait. J'aimerais qu'on enchaîne avec un autre sujet. On n'a pas parlé encore de Mark Zuckerberg, c'est dommage, autant se faire plaisir. Marco qui, vous le savez, aime bien racheter plein de trucs. Il a racheté des talents de l'IA, avec plus ou moins de la casse d'ailleurs, parce que quand on voit ce qui s'est passé avec M. Wong, qui était le pape de l'IA, et visiblement ça se passe pas très très bien au niveau de Meta AI. Enfin bref, voilà que Mark Zuckerberg vient de s'offrir Maltbook. Maltbook, si vous êtes un fidèle de Tech & Co, on en a déjà parlé, un truc assez rigolo, c'est en fait un réseau social géré par des IA, en fait. Et c'est des IA, en fait, les humains... Réservés à des IA. Réservés à des IA, voilà. Et en fait, l'être humain est spectateur, en fait, de ce que des IA peuvent échanger sur cette espèce de réseau social. C'est un peu un Facebook pour les IA, quoi, si je dois résumer cette chose. Et donc, Mark Zuckerberg vient de s'offrir cette boîte qui appartenait à Matt Schlitch et Ben Parr, qui sont les deux fondateurs de ce réseau social. Pourquoi faire ? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir en faire ? Est-ce que vous avez une petite idée, tiens ? Je pense que c'est stratégique. C'est stratégique ? Je pense que c'est stratégique, parce que aujourd'hui, tout le monde parle beaucoup des agents IA. Alors, qu'est-ce qu'un agent IA ? C'est on ne fera plus nous-mêmes directement une tâche, mais on la délèguera à son agent IA. Et en fait, ce réseau social sur lequel il n'y a plus d'humains qui discutent, mais simplement des IA,
peut devenir en fait une source d'information absolument phénoménale pour faire fonctionner les agents IA en fait. Donc peut-être qu'un jour, vous aurez un problème avec votre voiture et vous demanderez à votre agent IA de discuter avec l'agent IA des garagistes. Et c'est peut-être sur le réseau social des agents IA que ces rencontres pourront se faire et que donc vous aurez un service de votre agent d'autant plus pertinent. On a l'impression que c'est un film de science-fiction. Ouais, mais est-ce que tu as besoin d'un réseau social pour de la Silicon agents, Valley. Tu vois, et alors moi j'ai testé là tout à l'heure Molbook, j'y suis allée et j'ai tapé le mot-clé justice. Et donc j'ai lu ce qu'expriment les agents IA sur la justice. Et alors, ils expliquent comment les agents IA vont aider les humains à rendre une justice plus équitable, puisque les agents IA n'ont pas d'émotion et donc ils n'ont pas de biais lorsqu'ils prennent une décision. Et la conclusion de l'article que je posterai sur LinkedIn demain, parce que j'ai trouvé ça absolument fascinant, la conclusion de l'article de cet agent IA, et de dire, ben voilà, il faudrait aujourd'hui une justice pour non seulement les humains, mais aussi les agents IA, pour que, d'une manière générale, le monde vive plus en paix. Donc c'est absolument un film de science-fiction, et pourtant c'est la réalité. Mark Zuckerberg voulait écouter massivement le monde entier, ce qu'il a réussi. Maintenant, il va mettre en sorte une infrastructure pour écouter et aider l'ensemble des agents IA. Vous vous rendez compte, quand un jour on condamnera un agent IA, on le punit comment en fait ? On lui donne une vieille carte graphique Nvidia, tu seras downgradé, tu vas passer avec une carte graphique. Tu veux derrière les agents doucement. Derrière les agents IA, il y a des hommes. Hein. Oui, bien sûr. Il y a des hommes. Oui, mais un homme peut avoir 88 bots, paraît-il, enfin voilà, en moyenne sur Molbook. C'est un petit peu préoccupant ce que tu nous racontes, parce que j'ai eu cette information qui est sortie. C'est que, en fait, si tu mets des IA dans la situation où ils doivent décider s'ils lancent ou non la bombe nucléaire en cas de conflit, et bien dans 95% des cas, les IA décident de lancer la bombe nucléaire. Forcément, ils n'ont pas beaucoup de skin in the game, quoi. Ils ne sont pas impliqués, vraiment, si tout pète. Et alors, c'est une simulation, hein, évidemment, elles ne sont pas connectées au système de prise de décision. Mais tu vois qu'un humain, quand même, qui a peut-être des enfants, ou en tout cas de la famille, ou des gens au loin, etc., avant d'appuyer sur le gros bouton rouge, il répond pas oui j'appuie dans 95% des cas, tu vois, alors que l'IA complètement distante de ces problèmes humains, décomplexée, appuie dans 95% des cas. T'imagines en fait, si tu transposes ça à la justice, tu dis ah oui non faut les abattre tous parce qu'ils ont volé des pommes. Philippe. Je voulais rebondir sur ce que disait Tristan. Je pense que l'analogie du bouton, elle a pas mal de limites, parce que il faut se souvenir qu'elle s'inscrit en tout cas dans les scénarios qu'on a connus concrètement, dans les deux événements majeurs qu'on a connus. Il y avait une chaîne de commandement. Et il y a toute une réflexion dans un tout petit bouquin que je vous recommande de lire ou de relire, de Günther Anders, écrit dans les années 60, qui s'appelle « Le temps de la fin ». Sur les conséquences anthropologiques de l'entrée dans l'ère atomique, et sur le fait que celui qui appuie sur le bouton ne se pose pas la question, puisqu'il est dans une chaîne d'exécution. La question se transpose d'ailleurs à l'agent IA, qui appuiera sur un bouton, que ce soit le bouton Pay ou le bouton Destroy. Mais là, on est au-delà de l'éthique, on est presque dans l'anthropologie. Alors, pour revenir à Molbook, ce que j'avoue, c'est que, comme d'habitude, Zuckerberg achète des trucs dont la peinture n'est pas encore très fraîche. Parce qu'elle est pas sèche, pas sèche, pardon. Elle est très fraîche, mais t'as raison. Non, mais en revanche, ce qui est frais, c'est les fuites de sécurité, les fuites d'email, voilà. Ah oui. En revanche, je pense, là où je rejoins Isabelle, c'est que c'est un bac à sable. C'est un bac à sable d'entraînement remarquable pour observer des comportements, y compris des comportements qui partent en live, puisque j'avais compris que ces agents IA avaient discuté de la perspective d'inventer un langage à eux que les hommes ne puissent pas comprendre, histoire d'être tranquilles. Allez les amis, on va faire une petite pause, il est déjà 20h, mon Dieu que ça passe vite. Tristan Nitto, Isabelle Bordry, Philippe Devost. On revient dans un instant pour la suite de ce débrief de l'ActuTech. On a encore plein de bons sujets. Apple qui est en train de décentraliser la production de ses iPhones. La Chine n'est plus au centre de tout cela. On va vers l'Inde, on va en parler dans un instant. On parlera de Nvidia et de Zoox aussi. A tout de suite après cette petite pause. Merci d'être là.
Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. 20h03, bonne soirée, merci d'être là, fidèle à Tech Co, la quotidienne, merci d'être fidèle à votre rendez-vous du lundi au jeudi, 19h30, 21h. On débriefe l'actu tech encore pendant 30 minutes avec ce soir Isabelle Bordry. Nous avons aussi Philippe Devost et Tristan Nitto. Je vous propose maintenant de nous intéresser à la stratégie très intéressante de fabrication des iPhones par Apple, bien sûr. Il faut savoir que depuis 2001, Apple est en Chine, parce que tous les produits Apple étaient fabriqués pour l'immense majorité en Chine. Tout allait bien jusqu'à ce que, on va dire, les tensions géopolitiques, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les frais de douane fassent réfléchir Apple pour qu'il y ait, on va dire, des solutions alternatives. Alors, les solutions alternatives, c'est le Vietnam, par exemple, mais c'est aussi et surtout l'Inde. L'Inde qui, depuis quelques années, est devenue, on va dire, l'outsider de l'usine d'Apple. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en 2025, 25% des iPhones ont été fabriqués en Inde. Et il y a encore quelques années, c'était vraiment des chiffres ridicules. Il faut savoir qu'Apple produit à peu près 220 à 230 millions d'iPhones par an. Et donc, l'Inde, aujourd'hui, c'est 55 millions d'iPhones. Et Apple souhaiterait que la production des iPhones en Inde soit réservée à la vente, à la commercialisation des iPhones aux États-Unis. Donc, c'est quand même un symbole assez fort. Ils visent 100% fin 2026 pour les US. Voilà, pour les US, ils visent 100% fin 2026. Et je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est 25%, ça commence à être important. Est-ce que Apple peut se passer un jour de l'industrie chinoise pour fabriquer ses produits high-tech ? En tous les cas, ils sont bien partis pour. Hein. C'est l'industrie chinoise qui se passe d'Apple aujourd'hui. C'est l'inverse. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin Apple in China. Ouais. Apple a fait un transfert de technologie, de savoir-faire qui permet aujourd'hui aux Chinois d'assembler des centaines de millions d'objets de très très haute précision dans tous les domaines. Donc tout l'essor industriel chinois aujourd'hui, il est en partie dû à ces transferts de savoir-faire de production massive d'Apple. Tu as raison de le signaler, il faut savoir qu'Apple a formé en Chine des millions d'ingénieurs qui, pour certains, sont partis d'Apple très vite et sont allés chez Huawei, Oppo, Xiaomi, etc., et qui ont inculqué cette notion de, comment dirais-je, d'excellence dans la production des produits. Et dans le tooling, dans la conception des machines-outils, des machines à découpe à jet d'eau très haute pression, etc., etc. Donc, non, c'est passionnant. C'est passionnant. Et en fait, donc Apple peut parfaitement se permettre de le refaire à un autre endroit, à une petite différence près, c'est que même si cette activité est en train de devenir pour l'Inde le premier poste d'exportation devant même les hydrocarbures, l'Inde n'a pas l'outillage encore pour le faire. Donc, dans une phase transitoire qui va durer je ne sais pas combien de temps, il va y avoir de la machine-outil design by Apple, fabriquée par des Chinois, qui va être importée en Inde pour l'assemblage. Et c'est une formidable opportunité pour les Indiens de sortir du piège dans lequel ils ont failli tomber ou à cause du développement très très rapide de l'IA en matière de développement logiciel. C'est que les Indiens, qui étaient les sous-traitants logiciels des grandes ESN du monde, les grandes ESN du monde commençant à être un peu menacées par l'IA, l'opportunité pour les Indiens de monter en valeur et de commencer à manipuler des atomes plutôt uniquement que des octets est, à mon avis, et comme il ne faut jamais oublier qu'il y a une tradition scientifique, mathématique extrêmement forte, extrêmement poussée en Inde, ce sont de très 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 bons ingénieurs. Ouais. Et puis rappelons que, regardez un petit peu les grosses boîtes tech américaines, elles sont pas pour la plupart, mais pour certaines, dirigées par des Indiens. Des Indiens. Google en est un parfait exemple. Microsoft. Satya Nadella. Tristan, sur ce sujet ? Non, rien à ajouter, si ce n'est que c'est une belle opportunité pour l'Inde, et c'est aussi assez smart de la part d'Apple de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce qu'en fait, on a bien vu que la mondialisation avait été brusquée cette dernière année, avec les droits de douane, etc. Et que ça doit être extrêmement inconfortable de savoir qu'il y a quelqu'un à Washington ou à Mar-a-Lago qui peut décider de faire plus 25% sur un coup de tête. Donc,
il faut négocier avec l'administration Trump pour dire regardez, on va en mettre. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux, mais en tout cas, visiblement, il y avait une demande de Trump de produire aux États-Unis. C'est compliqué. Ils essayent, mais c'est compliqué. Et l'Inde est un peu un pis-aller et ça permet de prendre les distances avec les Chinois, quoi. On ne parle pas beaucoup d'Europe dans tout ça. Hein. Je crois qu'il n'y a aucun des sujets qu'on couvre ce soir dans lequel l'Europe n'est présente. Voilà, ça c'était le petit moment blues de la soirée. Non, c'est vrai. Cela dit, les Indiens, là, ils ne font que de l'assemblage. Les pièces techniques. Mais on aurait pu bien avoir aussi une usine d'assemblage en Europe. Pour la partie Occident, quoi, tu vois, c'était pas complètement déconnant. Je crois que tu payes un Européen beaucoup plus cher qu'un Indien. Et déjà, l'Indien est plus cher que les Chinois. Oui, mais regarde, par là, aujourd'hui, parce qu'il y a ce transfert de technologie en ce moment où il faut faire monter tout le monde. Et c'est sûr que ça doit coûter très, très, très cher à Apple de faire ce move vers l'Inde, parce qu'il n'y a pas l'écosystème qu'il y a déjà en Inde depuis 25 ans. Oui, parce que est-ce qu'il y a tous les fournisseurs autour ? Voilà. Aujourd'hui, vous allez dans les usines Pegatron qui fabriquent les iPhones par millions, vous avez tout l'écosystème, en fait. La petite loupiote, la petite vis, les emballages, tous les accessoires. Ils vont prendre leur temps. Encore une fois, Shenzhen au lancement de l'iPhone n'a rien à voir avec ce qu'est devenu Shenzhen aujourd'hui. Ouais. Donc moi j'attends dans 5, 6, 7 ans un bouquin Apple in India qui viendra nous expliquer ce qu'il y a eu de différent. Et Apple in Europe, non. On aimerait. Maintenant, la vraie valeur ajoutée, elle est à Taïwan. Donc elle est plus ou pas complètement en Chine, elle est ou en Hollande, pas chez du tout TSMC. En Inde, et elle est un peu en Europe avec TSMC, et elle est à Taïwan. Oui, alors j'ai plus en tête la BOM et le découpage précis de tous les composants qui rentrent dans un iPhone, mais je pense, oui, il y a le verrou. Le verrou est à Taïwan, tu as raison. Absolument. Mais en revanche, sur les différents éléments composants qui permettent d'atteindre la valeur d'un iPhone, je pense que c'est plus réparti. Et aujourd'hui, les Américains n'arrivent pas à monter en puissance sur la fabrication de ces puces extrêmement compliquées que fait Taïwan. Donc c'est un vrai sujet d'ailleurs pour Trump. 20h10, je vous propose maintenant de nous focaliser sur une personnalité, une femme qui compte de plus en plus dans le monde de l'IA. Tu en parlais tout à l'heure, c'est Nina Murati, 37 ans, d'origine albanaise, qui était à l'origine en fait d'OpenAI, qui a été l'une des personnalités d'OpenAI il y a quelques années. Elle a travaillé dans énormément de boîtes de tech. Elle est vraiment très reconnue et très respectée dans ce domaine. En gros, pour vous la faire courte, à l'époque du délire de Sam Altman, Nina Murati a pris ses jambes à son cou et est partie d'OpenAI, alors que c'était l'une des personnes clés du succès de ChatGPT. Elle est partie pour monter sa propre boîte qui s'appelle Thinking Machines. Elle a levé beaucoup d'argent, je crois qu'elle a levé 2 milliards en quelques semaines, en fait, parce qu'elle est très, très influente, et on se disait, un petit peu comme Yann Lequin aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais on a évoqué ce sujet hier, qui sur sa seule compétence et son nom arrive à lever de l'argent. Elle a réussi, avec son équipe, à lever 2 milliards. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois que Thinking Machines est valorisé 12 milliards. 12 milliards. Et ce qui est intéressant, c'est que NVIDIA suit de très près en fait, le développement de Thinking Machines et a annoncé, en fait, passer, on va dire, un partenariat, enfin, même plus qu'un partenariat, mais de l'argent dans cette boîte Thinking Machine, Isabelle. Absolument. Alors, effectivement, NVIDIA a l'habitude, et l'a prouvé ces derniers mois, d'investir chez ses propres clients. D'ailleurs, ça lui avait été reproché. On disait qu'il investissait chez ses clients pour que ses clients achètent, que ça faisait un peu une espèce d'économie circulaire qui n'était pas très saine. Mais ça veut dire qu'en tous les cas, cette société... Tu peux même parler de consanguinité. Mais ça montre que cette société a un vrai rôle à jouer à l'avenir, puisque c'est quand même des sommes importantes qui sont en jeu. Et ce qui est intéressant, pour reboucler avec les premières parties de l'émission, c'est qu'elle a pris un angle très différent dans la conception même de l'IA. OpenAI est parti du principe qu'il fallait construire une IA qui pourrait très rapidement remplacer le cerveau humain. Elle est dans une démarche qui est assez différente, qui est une IA plus collective, qui a pour objectif d'augmenter, d'être un peu un copilote
de l'humanité et non pas remplacer l'humanité. Et c'est sur ces sujets-là qu'il y a eu des fortes dissensions dans les équipes, et tu l'évoquais tout à l'heure François, et qui a fait en sorte qu'elle est partie pour pouvoir créer elle-même sa propre structure. Alors c'est intéressant, je te coupe parce que je ne sais pas si vous aviez suivi l'histoire, parce qu'évidemment il y a plein de rebondissements. Elle était partie avec ses collaborateurs d'OpenAI, qui après sont repartis chez OpenAI. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Thinking Machines a été un petit peu, on va dire, vidé de sa substance. On ne sait pas pourquoi, mais en fait, Sam Altman a récupéré ses collaborateurs parce que visiblement, il n'était plus trop en phase avec la vision de Nina Murati. Alors, je ne sais pas s'ils étaient plus trop en phase ou s'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas suffisamment d'investissement dans cette structure pour pouvoir opérer comme ils le souhaitaient. Ces talents sont à la recherche d'investissements absolument colossaux pour travailler et produire de la valeur et créer des nouveaux agents, des nouveaux Oui, parce que quand tu es salarié dans une de ces boîtes-là, en fait, il y a deux choses que tu regardes. C'est ta rémunération. Est-ce que je vais être payé correctement ? Est-ce que j'ai un welcome package, etc. Et on sait que les enchères montent vite, etc. Mais c'est aussi combien de budget j'ai et combien de liberté j'ai. Combien de GPU j'ai accès. Combien de GPU j'ai accès. Combien de milliards de tokens ou quelle liberté j'ai pour travailler les sujets qui m'intéressent. Est-ce que je vais exécuter ce qu'on va me dire ou bien est-ce que je vais pouvoir chercher des trucs incroyables ? Et force de constater qu'aujourd'hui, c'est Google avec Gemini 3 qui a investi un budget énorme et qui a fait des progrès absolument colossaux sur sa propre IA et qui l'intègre aujourd'hui dans l'intégralité de ses services grand public. Il y a toujours OpenAI, mais sur lequel il y avait des sujets, tant sur son financement, qui sa directrice financière a expliqué qu'il y avait une caution de l'État, enfin c'était pas très clair et ça a un peu inquiété les marchés. Et puis il y a Anthropic qui finalement va rentrer sur le marché pour lever de l'argent. Donc le financement est absolument, il y a un besoin de financement absolument colossal. Et ce qui explique aussi, je pense, le fait qu'en Europe, on n'ait pas les structures, malheureusement, et l'écosystème financier pour pouvoir faire en sorte de construire des sociétés de ce type-là. Bah, tu vois qu'ils arrivent à lever 2 milliards, quoi. C'est ça. Enfin, t'en connais combien des startups européennes qui ont levé 2 milliards, quoi. Alors là, il y a Yann Lequin qui a levé un petit peu moins de milliards. C'est dans l'IA et c'était il y a quelques semaines, quoi. Ouais, non, mais je crois qu'en plus en Europe, c'est un vrai sujet. Voilà, c'est un record et c'est un vrai sujet. Philippe. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce deal, au-delà de la compétition de talents, puisque moi j'ai cru comprendre qu'OpenAI, même pendant la négociation du deal entre Thinking Machines et Nvidia, continuait à essayer de débaucher des personnes, des collaborateurs de Nina Murati. Moi, ce qui m'intéresse surtout, en tout cas ce qui me frappe, c'est un des chiffres qui a été cité pour qualifier le deal, qui est 1 gigawatt. Donc revoilà l'énergie, revoilà la démonstration que, en tout cas, les modèles frontières en IA, c'est de l'infrastructure et de l'énergie. 1 gigawatt, c'est 750 000 foyers américains en alimentation. Donc voilà les ordres de grandeur dont on parle, et je trouve intéressant qu'on ne parle même plus d'ailleurs du nombre de puces Vera Rubin ou de non. Ce n'est plus la quantité de GPU qui est le proxy permettant de mesurer ou de qualifier. L'unité de mesure, c'est le gigawatt. C'est le giga. Enfin, c'est le mégawatt, quoi. Voilà, c'est le mégawatt, et là c'est le gigawatt. Et en faisant ça, elle a beau n'avoir levé que 2 milliards, elle a beau n'en valoir que 12. Elle rentre dans la cour des grands parce que la promesse du gigawatt, c'est la promesse des engagements de data center, compris les très très grands, les beaucoup plus grands qu'elle. Alors après, on peut se demander à quoi joue Jensen Huang en étant l'arbitre et en plaçant ses œufs un peu partout. Mais pour moi, c'est ça le symbole le plus important, c'est elle accède à une capacité, à une puissance de calcul qui jusque-là était réservé à ces très 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 grands compétiteurs. Mais après, je trouve que de la part de Jensen Huang, c'est plutôt malin parce qu'en fait, il mise sur toutes les boîtes qui potentiellement peuvent exploser un jour. Au pire, qu'est-ce qu'il va perdre ? Parce que c'est pas du cash là, c'est simplement de la ressource processeur. Alors c'est du cash aussi d'une manière générale, mais finalement, il va louer ses infrastructures gratis.
et il échange ça contre une valorisation. Si ça marche pas, c'est pas bien grave finalement. C'est un peu le rôle d'un fonds d'investissement. Je trouve ça plutôt malin. Oui, il joue un peu le rôle d'un fonds d'investissement où il positionne ses investissements dans des boîtes différentes pour s'assurer qu'il y en ait au moins une. Et si demain Thinking Machine explose, ça sera un super client parce que là ils commenceront à payer vraiment. Absolument. Donc c'est plutôt smart. Il reste quand même une question, c'est qui va fournir l'électricité. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une actu très intéressante là-dessus. C'est le fait de rajouter des batteries pour faire tampon lorsque, en fait, les data centers ont besoin d'énergie. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actu. Ce sont tous les géants de la tech qui sont en train de réfléchir à renforcer le réseau américain électrique existant. Il faut savoir que le réseau américain électrique existant subvient à 70% de ses besoins. C'est-à-dire qu'il y a encore 30% de marge avant que ça explose, finalement. Et si, c'est ce que expliquaient en fait les Google, les Microsoft, etc., ils arrivaient à avoir des tampons, du buffering en batterie, finalement, ils arriveraient à faire baisser cette production électrique qui serait mieux lissée, finalement, parce que, en fait, quand l'électricité est moins consommée, elle rechargerait les batteries, et les batteries donneraient cette électricité quand les data centers en ont vraiment besoin. Et donc, il y a toute une réflexion là-dessus avant de créer de nouvelles centrales nucléaires, etc. etc. Ouais, tu as raison, c'est un vrai problème. C'est qu'en fait, alors un data center, la consommation est relativement régulière, éventuellement, entre la température du jour et de la nuit, humaine, elle n'est pas régulière. Mais voilà, mais l'humain, lui, a des gros pics. Donc, le matin, tu fais tourner ton grille-pain. Le soir, tu fais le dîner. La nuit, on consomme très peu. Ouais, il fait chaud, tu consommes. Il fait froid, tu consommes. Et en fait, du coup, on est obligé de dimensionner la ressource électrique pour les pointes. Ouais. Et sinon, parce que là si t'es pas à la hauteur pour les pointes, à ce moment-là, t'as des coupures, les gens sont pas contents, etc. Alors déjà, en France, tous les opérateurs de data center, ils négocient avec Enedis de pouvoir couper, par exemple l'hiver, quand il y a un pic de froid, et ben à ce moment-là, ils sont obligés d'arrêter d'alimenter leur data center au moment où ça va vraiment très mal, parce qu'ils se chauffent à l'électrique. Priorité aux humains, quoi. Voilà, et du coup ils font tourner des centrales diesel localement, en fait, les groupes électrogènes diesel tournent parce qu'ils ont un contrat où ils disent tant d'heures par an, c'est quelques heures seulement, mais c'est les moments critiques pour éviter que ça flanche. Eh bien, les data centers effacent leur consommation. Mais ça, c'est exceptionnel, c'est du diesel, c'est polluant, ça coûte cher, il faut faire revenir des camions, c'est compliqué. Donc, si on avait localement des batteries qu'on peut recharger la nuit et qui peuvent servir à effacer la consommation lors des moments de pointe, eh ben, à ce moment-là, on n'arrive plus à lisser et donc on n'a plus ces problèmes de pointe qui obligent à dimensionner les centrales pour des pointes qui sont exceptionnelles dans l'année. Le stockage de l'énergie est un enjeu absolument colossal et aujourd'hui, on ne l'a pas encore résolu en réalité. En fait, les équipes de Tesla qui travaillent énormément Bien sûr. Et c'est encore Elon Musk, tu as raison, qui est sur le devant de la scène. Ce sujet-là. Bien sûr. Il faut savoir qu'en Californie, vous pouvez acheter des Powerwall. Les foyers américains peuvent s'équiper de Powerwall. Ça récupère l'électricité quand elle est peu chère ou quand elle est abondante, on va dire. Ça remplit ces Powerwall et après vous vous en servez quand vous en avez besoin véritablement pour faire baisser la facture. Et l'idée de départ, c'était de prendre des batteries de voitures en fin de vie et les mettre dans ces Powerwall parce qu'elles peuvent fonctionner avec une voire même d'utiliser l'énergie de ta propre voiture lorsque tu as besoin d'énergie. Ça s'appelle le grid, je ne sais plus quoi, mais effectivement, Renault travaille sur cette batterie. Oui, vehicle to grid. Et c'est ça. Ouais. Oui, et puis sachant que le sujet de moyen terme, c'est l'obtention de sources d'énergie de moyenne puissance pilotables qui puissent être déployées de manière décentralisée directement pour alimenter ces infrastructures qui ont besoin d'énergie. C'est toutes les recherches et les projets qui sont conduits sur les small and medium reactors, donc les petites installations nucléaires. C'était intéressant d'entendre aujourd'hui notre président de la République qui rappelait l'intérêt des centrales nucléaires pour alimenter les data centers IA. Encore faut-il qu'on soit capable de les construire dans les délais et dans les coûts. Oui, on n'a pas fait preuve véritablement
de régularité dans ce domaine-là. Cela dit, bon. Et pourtant, il y a des acteurs français qui sont très très bons dans ce domaine. Et qui exportent d'ailleurs leur savoir-faire un peu partout dans le monde. Ou qui vont bientôt s'exporter d'ailleurs, parce qu'ils n'arrivent pas en France à avancer suffisamment vite. Il nous reste 3 minutes, j'aimerais qu'on évoque un dernier petit sujet, c'est la montée en puissance des robots taxis. Si vous êtes allé aux États-Unis, ou notamment à San Francisco, ou dans plusieurs grandes villes des US, c'est quand même assez flagrant de voir qu'il y a une transformation évidente, marquante de la manière dont les gens se déplacent. Aujourd'hui, il est tout à fait commun de prendre un Waymo à San Francisco, dans certaines grandes villes des États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Et je voulais vous parler en fait de Zoox, qui est une filiale d'Amazon. On a pu tester un Zoox, c'était amusant, à Las Vegas. C'était des petites voitures qui sont pas très belles. Ça ressemble à des Fiat Multipla. Alors pour tous ceux qui oh la vache. Non, c'est assez violent. Elles sont surnommées grippes là-bas. Voilà, c'est ça. Parce que c'est assez cubique. C'est assez cubique. Il y a pas de. En fait, il y a juste un habitacle pour 4 personnes. Il n'y a pas de chauffeur évidemment, pas de volant. Donc tout est vraiment concentré. Et hop là, vous partez, vous allez d'un point A à un point B de manière très très sûre, bien évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que Uber a décidé de passer un accord avec Zoox. Très intéressant là aussi de voir que tout est en train de se préparer là. En fait, ce qui est absolument passionnant, c'est qu'aujourd'hui, une voiture classique, est utilisée par son propriétaire à peu près 4% du temps. Non, mais ça, donc il y a 96% du temps qui n'est pas utilisé. Ce qui fait qu'on achète nos voitures beaucoup trop chères, puisqu'on les utilise que 4%. Et on les revend beaucoup moins cher quelques années plus tard. Et donc toute la subtilité et la réflexion aujourd'hui, mais qui anime les équipes de Tesla depuis maintenant très longtemps, c'est comment faire pour avoir une voiture collective, en fait, qu'on puisse se partager et qu'elle puisse être utilisée 100% du temps et non plus uniquement 4%, ce qui va avoir un impact énorme sur nos finances personnelles. Tout à fait. Avec la flexibilité, malgré tout, d'une vraie voiture. Mais voilà. On commande, on a ce rendu tout de suite. Voilà, l'enjeu, c'est de l'avoir immédiatement. C'est donc d'avoir une flotte très proche de chez soi ou du lieu où on est pour pouvoir y accéder. Et donc, le fait d'avoir cette collaboration avec Uber est extrêmement intéressante, puisque aujourd'hui, vous cliquez sur l'application Uber et on vous dit dans 3 minutes ou 4 minutes, vous avez une voiture qui arrive. Donc là, tout l'enjeu, c'est effectivement d'avoir accès de manière extrêmement simple à une flotte de véhicules qui va vous permettre d'utiliser de manière simple sur des parcours le plus large possible cette voiture. Et donc, les chauffeurs Uber, ils en pensent quoi de cette histoire? Baisser le prix d'une voiture pour tous. Donc ça remet en cause les modèles économiques. Ça remet en cause les modèles économiques. Comme nous tous, moi je prends souvent des Uber ou des taxis et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent ce soir, que ce soit en direct à la radio, sur BFM Business ou à la télé. Et franchement, ça va être un sujet, pas tout de suite, mais à l'horizon 2030, on se posera vraiment la question. Il y aura de plus en plus de véhicules autonomes qui vont remplacer les chauffeurs de taxi, les chauffeurs Uber. Et quand on va aux États-Unis, c'est évident. C'est évident en plus. Et il y aura forcément d'autres types de missions que l'on pourra proposer à ces gens. Déjà, quand Uber est arrivé, on avait crié au loup parce qu'effectivement, ça mettait en péril les taxis et ça transformait le modèle économique. Les modèles se transforment. Et moi qui suis une optimiste par rapport à toutes les innovations, j'espère que l'avenir nous donnera raison. Tu as raison, mais je pense qu'il faut informer. Une nouvelle mission. Il faut informer toutes ces personnes qui aujourd'hui n'ont peut-être pas comment dirais-je, le retour que nous on a de tout ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on est à Paris, il n'y a pas de véhicule autonome. Ça n'existe pas, la législation n'est pas prête, il n'y a aucune réglementation. La ville est absolument pas adaptée. Oui, mais ça va venir, Philippe, on le sait très bien. Ça viendra un jour ou l'autre. Oui, à condition que les véhicules s'améliorent en termes de perception. Oui, mais tu prends une Zoox, par exemple, c'est un petit véhicule. Ça prend beaucoup moins de place qu'une Toyota Prius. Tu vois ce que je veux dire ? Donc demain, ça peut très bien se faufiler dans les rues parisiennes, ce petit véhicule. Mais il faut résoudre les problèmes d'assurance, les problèmes d'accès à la propriété. Il y a quand même de sécurité routière. Il y a quand même de gros sujets. On les a résolus aux États-Unis. Je ne vois pas pourquoi on ne les résoudrait pas Ça va arriver, mais je pense que ça ne sera pas demain. Non, c'est pour ça, moi, je dis 2030, 2035. Pour les enfants du chauffeur Uber, peut-être qu'il y aura des sujets. Ou pour les plus jeunes d'entre eux. Alors, quand même, petite histoire optimiste.
j'ai découvert que, en fait, certains véhicules, je crois que c'est les Waymo, ils refusent de démarrer si la portière est mal fermée. Donc, en fait, quand un client sort du Waymo, il claque mal la porte est légèrement entrouverte, et donc le véhicule le détecte et refuse, pour des raisons de sécurité, de démarrer. Et donc, la voiture est immobilisée, le client il est parti, parce qu'il a fini sa course. Ouais, mais tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un capteur qui dit « fermez bien votre porte ». Non, mais non, le type il a mal claqué la porte, ou la ceinture de sécurité pointée. Il est parti. Ok. Et ben maintenant, tu as des missions d'ordage, tu sais, les trucs de proximité, sur une plateforme où on te dit, c'est des gens qui livrent normalement de la nourriture, un peu genre Uber Eats, et ils ont maintenant un nouveau type de mission, c'est aller fermer les portes de Waymo. Donc tu touches genre $6, et pour $6, tu vas aller au coin de la rue, claquer une porte et hop, t'es crédité de $6. Alors, tu sais on a besoin de l'humain. Tu sais comment est la porte du Zoux? Électrique, automatique, machin. Voilà. C'est une porte qui s'ouvre, tu sais, comme dans les vannes. Coulissante. Qui est coulissante. Moi, y a quand même... Mais ils ont tout pensé. Tout a été pensé chez Zoux. Ce qui est intéressant avec Zoux, c'est qu'ils n'ont pas... Qui appartient à Amazon, rappelons-le. Voilà, Zoux est parti de la feuille blanche, alors que Waymo est parti d'une voiture classique qu'elle a bourrée en fait de capteurs, alors que Zoux a réimaginé un moyen de transport, et c'est effectivement très intéressant. J'ai juste deux remarques. 10 secondes. La première, c'est qu'Amazon avait son projet de bagnole et qu'ils l'ont arrêté, donc ils savent s'allier et être agiles. Et la deuxième, tu parles d'Uber, pas d'Amazon. Là, tu as dit Amazon. Oui, Uber. Autant pour moi. Et la deuxième, c'est que pour moi, il y a un énorme éléphant dans la pièce, c'est Tesla. Tesla est nulle part sur le sujet, alors qu'ils étaient dès 2016 en train de dire on va faire de la conduite autonome, et ils étaient les premiers à annoncer que les propriétaires de Tesla pourraient réduire leurs factures en prêtant leurs bagnoles quand ça les arrange pour les rendre autonomes et en faire des robotaxis. Où est-ce qu'ils sont? Mais Tesla sera sur Mars. Elon Musk nous aurait menti encore une fois. Impossible. C'est pour les chauffeurs qui iront sur Mars. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Et puis si vous êtes avec nous à la télé, on voit les images de ces petits véhicules Zoux. C'est vrai que c'est vraiment joli. On dirait des Citroën Ami en plus grand. Ouais, c'est ça. Ou des boîtes à chaussures avec des ronds. Avec des capteurs au coin. C'est très bizarre. Mais peut-être qu'on s'y fera, finalement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Merci François. Très bon moment en votre compagnie. Merci Tristan. Merci. Tristan Nito, directeur associé commun numérique et Anthropocène chez Autoc Technologies. Merci à Isabelle Bordry, fondatrice de Retency. Et merci à Philippe Devost, fondateur de Phileos et cofondateur de Wanadoo. Vous restez avec nous. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble avec au sommaire pour cette dernière partie de Tech & Co. On va parler IA et cancer. Comment justement la tech arrive à détecter les cancers plus tôt et comment aussi peut-être les soigner. On va en parler avec Sophia Genetics dans un instant. Et puis un invité que vous connaissez peut-être dans quelques minutes, c'est Jean-Michel Caram, qui est le président et fondateur de Yeva Group et Memscap, qui fait partie d'une grande émission sur M6 qui s'appelle Qui veut être mon associé. C'est lui qui est l'un des investisseurs. Il nous racontera plein de choses parce que sa boîte vient d'être introduite en bourse, et il nous expliquera comment il est passé de la tech à la médecine. Et c'est très intéressant tout ça, il y a la beauté notamment. On revient juste après cette petite pause. C'est Tech & Co, la quotidienne. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h35, un grand merci d'être là. C'est Tech & Co, la quotidienne, chaque soir, du lundi au jeudi, 19h30, 21h. Il est temps maintenant de revenir sur les gros titres d'actualité de ce jour. Actualité tech, bien évidemment, c'est le Tech Flash. Et c'est présenté ce soir par Julien Thibault. Bonsoir Julien. Bonsoir François et bonsoir à toutes et à tous. C'est à la une de l'actualité tech. Canal+ s'allie avec OpenAI et Google Cloud pour intégrer de nouvelles fonctions d'IA dans son application. Objectif, améliorer la recherche de contenu et proposer des recommandations plus personnalisées aux abonnés. Le déploiement est prévu courant 2026. Et justement, chez OpenAI, son générateur de vidéos Sora va être directement intégré à ChatGPT. Les utilisateurs pourront créer des vidéos à partir d'un simple prompt sans passer par un outil séparé. Une évolution qui s'inscrit dans la concurrence avec Google et son modèle multimodal Gemini. Dans l'écosystème de l'IA toujours, Nvidia va investir $2 milliards dans Nibius, une entreprise spécialisée dans le cloud et les services
service dédié à l'IA. L'objectif est d'accélérer le déploiement des capacités de calcul pour les entreprises qui développent ces modèles d'intelligence artificielle. Et autre actualité, Julien, dans la mobilité, cette fois, Zoox, la filiale d'Amazon spécialisée dans les robotaxis, s'associe au géant Uber. Et oui, les véhicules autonomes de Zoox seront proposés via l'application Uber, d'abord à Las Vegas, puis à Los Angeles. Selon un communiqué, Uber prévoit de proposer des courses sans chauffeur dans 15 villes d'ici la fin de l'année. Et puis en Europe, l'Espagne veut renforcer la surveillance des propos haineux en ligne. Le gouvernement de Pedro Sánchez prévoit de lancer un outil destiné à analyser les contenus publiés sur les réseaux sociaux afin de mieux détecter les discours haineux et d'alerter les autorités plus rapidement. Et pour finir, rendez-vous sur le site de BFM Business pour un nouvel épisode de Tech & Co Business avec Frédéric Simotel. Cette semaine au programme, les recrutements dans la finance bousculés par l'IA. On écoute un extrait tout de suite. Mais aujourd'hui, alors data cyber, d'accord, mais parce que dans d'autres fonctions, on voit arriver aujourd'hui tout ce qui est l'agentique, oui. Et on le dit souvent, alors parfois un peu de façon un peu, on vulgarise un peu tout ça en disant, il y a une partie de mes tâches, ce sera des agents, l'autre partie c'est moi ou mes équipes. Ça c'est quelque chose aussi, qui va quand même changer ces métiers. Alors ça va changer, ça c'est évident, et d'ailleurs on voit que les profils les plus recherchés deviennent aussi ces profils un petit peu hybrides qui sont capables de jongler entre les deux. Maintenant, là où je vois une vraie opportunité, c'est que toutes ces tâches qui peuvent être répétitives, on va se concentrer sur des sujets beaucoup plus critiques, notamment la relation au client. Est-ce que l'agent va me permettre d'économiser du temps ? Prenons l'exemple d'un conseiller bancaire qui a des portefeuilles de plusieurs milliers de personnes. Beaucoup de tâches très répétitives peuvent être accompagnées justement par des agents. Ça veut dire beaucoup plus de temps passé avec les clients. Voilà, et retrouvez Tech & Co Business, bien évidemment, sur l'appli BFM Business. Il est 20h38. On va parler maintenant santé et haute technologie, intelligence artificielle, avec mon invité tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. On va découvrir ensemble Sophia Genetics avec son fondateur et PDG, le docteur Jurgi Camblon est avec nous. Bonsoir Jurgi, merci d'être là. Bonsoir. On va découvrir en fait votre société qui est passionnante parce que vous êtes en fait votre mission c'est d'accélérer le développement de l'oncologie de précision fondée sur l'IA et vous êtes sur tous les fronts, c'est-à-dire à la fois sur le dépistage de certains cancers mais aussi pourquoi pas après arriver à les soigner. Est-ce que vous pouvez nous présenter Sophia Genetics s'il vous plaît? Tout à fait, donc Sophia Genetics c'est une société qu'on a créée en 2011 qui aujourd'hui est listée au Nasdaq depuis 2021, emploie à peu près 400 employés et aide plus de 1000 hôpitaux dans 70 pays à diagnostiquer à peu près 35 000 patients par mois qui souffrent de cancer ou de maladies rares. Alors vous êtes présent à Genève, je crois, Boston, Bidart, Bordeaux aussi, c'est ça? Oui. Donc vous êtes international, on va dire. Global. Votre mission, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'invités dans le domaine de la santé, de la tech, dans Tech & Co, la quotidienne, et tous s'accordent à dire que l'intelligence artificielle va révolutionner la manière dont on va dépister des maladies, mais aussi les soigner. Vous êtes véritablement dans cette optique-là, avec Sophia Genetics. Tout à fait. Donc, nous, on a commencé avec l'intelligence artificielle dès 2011. D'ailleurs, dans Sophia, qui veut dire sagesse en grec, le IA, c'était pour l'intelligence artificielle. Donc vous étiez bien en avance, et voilà, parce qu'aujourd'hui, depuis ChatGPT, tout le monde parle d'intelligence artificielle, mais finalement, c'est un sujet que vous traitez depuis longtemps, en fait. Tout à fait. Puis bon, comme vous le savez, il y a beaucoup de techniques d'intelligence artificielle. Alors pourquoi dans la santé c'est devenu pertinent ? C'est parce que maintenant, il y a Internet, il y a le cloud, et les données sont digitalisées. Donc à partir du moment où vous avez des données complexes, de grande quantité, vous pouvez appliquer des algorithmes pour le dépistage, pour le diagnostic ou pour aider les médecins à prendre les meilleures décisions thérapeutiques. Alors votre actualité récente, c'est que vous collaborez avec le MD Anderson Cancer Center. Expliquez-nous ce partenariat. Oui, alors on travaille avec plus de 50% des centres de cancer qui sont dans le top 100 mondial. Aujourd'hui, j'étais aussi à l'Institut Gustave Roussy. Donc en fait dans ce partenariat ce qu'on va faire c'est développer les prochaines technologies de médecine de précision. Donc plutôt que d'analyser uniquement l'ADN qui explique l'origine des cancers et des maladies, on va aller plutôt dans l'expression des gènes ainsi que dans ce qu'on appelle le suivi longitudinal des patients pour la maladie résiduelle. Parce qu'en fait un cancer c'est une maladie qui évolue.
ça commence toujours par des mutations. Et puis, en fonction des traitements, le cancer va évoluer, un peu comme les bactéries qui vont résister à des antibiotiques. Le cancer va essayer d'échapper au traitement. Et donc, avec des nouvelles technologies aujourd'hui de pointe qui sont de l'analyse de l'ADN, de l'analyse de l'ARN, on peut directement, à partir du sang, voir comment ces cancers évoluent. L'idée, c'est quoi? C'est que finalement, on dépiste le cancer bien avant qu'il se manifeste. C'est ça? Alors ça, c'est une des applications. Mais une autre application, c'est par exemple savoir que quand on vous diagnostique un cancer, que votre cancer n'est pas encore très développé et que grâce à ça, peut-être, on va pouvoir faire moins de chirurgie et vous donner moins de traitements. Et tout ça grâce à l'intelligence artificielle qui va, on va dire, optimiser le traitement que pour vous, parce que finalement, chaque cancer est unique. Finalement, il a une signature tout à fait. Personnelle. Chaque cancer est unique. La biologie est quelque chose de très complexe. Pour vous donner une idée, c'est plus de 6 millions de réactions moléculaires par seconde dans une cellule. Je vous entendais avoir une interview avec quelqu'un qui vous parlait des données dans YouTube. Oui, 1 à 10 exabytes. En santé, c'est plus de 2300 exabytes par année que la génomique, qui est nécessaire pour comprendre l'origine du cancer, parce que c'est comme ça qu'on voit quels sont les drivers, les mutations, c'est 40 exabytes donnés par année. Vous qui êtes véritablement, c'est votre job depuis des années, quels sont les progrès qui ont été faits depuis 2011 dans le domaine du cancer grâce à de la technologie et où va-t-on aller, à votre avis? Alors, l'évolution ou l'innovation la plus importante a été le séquençage d'ADN à haut débit. Il faut se rappeler que l'être humain est le premier animal vivant qui a décodé son propre code génétique. Et ça a été en 2003, après un énorme effort international qui a pris 13 ans et qui a coûté 3 milliards de dollars. Et aujourd'hui, les hôpitaux parisiens, français, nous on travaille avec plus de 40 hôpitaux français et parisiens, peuvent en quelques minutes, en quelques jours, produire des données génomiques et puis comme ça comprendre pour chacun des individus qui souffrent du cancer quelle est l'origine en fait de leur cancer. Et ça c'est très important parce qu'un cancer en effet est défini par les mutations qu'elle a acquises et les thérapies vont être adaptées en fonction des mutations que le cancer a adoptées. Comment on imagine le futur idéal pour soigner un cancer qui aujourd'hui évidemment est encore mortel, létal dans pas mal de cas? Oui. Comment vous imaginez-vous la suite? C'est-à-dire que ça serait quoi le parcours futuriste, on va dire, de quelqu'un qui atteint un cancer? Mais il faut déjà un effort collectif. Savoir qu'aujourd'hui, nous, chez Sophia, on arrive à aider 400 000 patients par année. Si on veut créer ce que vous me demandez comme question, il faut aller à un autre niveau. Il faut suivre encore plus de patients. Lors de leur parcours, il faut enregistrer plus de données pour pouvoir inférer à partir de ces données, en effet, quel a été le meilleur traitement pour des cancers spécifiques et à quel point votre cancer ressemble à celui d'autres patients. Ça va coûter plus cher, à votre avis, ou pas? Non, et je pense que c'est là où la technologie est extrêmement importante parce qu'en fait, les budgets de la santé ne sont pas illimités, la population vieillit, donc va avoir plus de cancers. Et c'est là où justement il faut apporter de l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux investiguer les données. En faisant ça, mieux conseiller les oncologues sur quel type de traitement ont fonctionné dans la vie réelle pour des patients similaires et du coup éviter de donner des traitements qui vont être inefficaces. Question un peu tarte à la crème, est-ce qu'à votre avis, et à quel horizon on pourrait soigner la majorité des cancers grâce à la tech? Vous arrivez à vous projeter là-dessus ou... Alors c'est très difficile à vous donner une réponse exacte, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des types de cancers, la prostate, le sein, où les patients peuvent vivre très longtemps s'ils sont détectés tôt, ouais. Et si le diagnostic a été fait correctement de manière longitudinale, et qui, selon cette information, a permis en fait aux oncologues à adapter les traitements. Donc, il va y avoir des types de cancers, clairement, qui vont être sous contrôle, un peu comme à l'exemple du VIH, si vous voulez. D'accord. Oui, bien sûr. Qui devient une maladie chronique, finalement. Voilà, contrôlée. Nous, depuis longtemps, on a dit que le cancer, grâce à l'IA, grâce aux données, grâce aux nouvelles technologies de médecine de précision, allait devenir petit à petit une maladie contrôlée. Eh bien écoutez, voilà, ça sera la conclusion empreinte d'optimisme. Merci beaucoup Jurgi Camblon, vous êtes fondateur et PDG de Sophia Genetics, encore une pépite dans le domaine de la santé qui est française et qui voilà, rayonne à l'international. Merci d'être venu nous voir ce soir. Et direction tout de suite la rédaction de BFM Tech, comme chaque soir.
Tech Co, la quotidienne, la chronique BFM Tech. Salomé Ferrari nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Et aujourd'hui, on va parler d'une technique de piratage qui fait pas mal parler. Vous allez voir, c'est dingue. C'est le mouse jacking. C'est une technique qui permet de voler une voiture sans effraction. Mais alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, imagine que tu découvres par ton système de surveillance que quelqu'un est en train de voler ta voiture. Alors non pas en crochetant la serrure de manière assez classique, mais en la piratant et en moins de 10 minutes. Waouh. Pas ouf, mais ça c'est arrivé à quelqu'un qui a en français en décembre dernier. Alors cette technique, je lui ai dit, c'est le mouse jacking. Littéralement, c'est vol à la souris, en référence à la fameuse souris d'ordinateur, même si techniquement, ça devrait plutôt s'appeler attaque par relais. Alors depuis des années, tu le sais, on peut déverrouiller sa voiture grâce à une clé à distance, une clé sans contact, ça suffit. C'est une option qui est assez pratique pour les propriétaires et encore plus pour les voleurs finalement, parce qu'elle fonctionne grâce à un échange de signaux radio entre la clé et la voiture. On a un boîtier qui va connecter le signal radio de la clé à la voiture et ça permet de la déverrouiller. Sauf qu'il y a des petits malins qui peuvent se servir d'un boîtier et qui brouillent en fait les signaux pour totalement déverrouiller la voiture. Ah ouais. Et ça des fois en 2 minutes, sans aucune trace d'effraction. Alors ça, c'est très loin d'être nouveau. Le premier cas de mouse jacking, c'était en 2016. Et dis-toi qu'il y a de plus en plus de cas aujourd'hui. D'ailleurs, le vol électronique, c'est la principale technique utilisée pour dérober un véhicule. On a quand même près de 9 voitures volées sur 10 qui sont victimes de ça. Voilà, il ne faut pas qu'on stresse tout de suite vraiment, d'accord ? Mais est-ce qu'on peut se protéger en fait de ce phénomène ? Oui, totalement. Tu peux miser sur les accessoires électroniques. Le plus simple, d'ailleurs, c'est la boîte anti-ondes, donc un petit peu type cage de Faraday, qui permet effectivement d'empêcher qu'on brouille ce fameux système, ces ondes radio. Plus simple encore, on évite tout simplement que la clé elle reste très proche de la voiture. Donc par exemple, si elle est garée devant chez toi, on évite de mettre la clé juste devant la porte, sinon il y a un risque de se faire pirater. Et puis encore mieux, tu peux totalement installer une alarme sur ta voiture. Ça, on est sûr que ça devrait dissuader les voleurs. Merci beaucoup Salomé Ferrari. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à aller sur BFM Tech, tout simplement pour découvrir au quotidien, heure par heure, toute l'actualité tech. 20h48, je reçois maintenant un entrepreneur qui réussit et que vous connaissez peut-être. Tiens, si vous êtes un téléspectateur d'M6, je vous autorise de temps en temps de regarder M6, pas tout le temps, mais un petit peu quand même. Tech Co, la quotidienne, l'invité. Et mon invité est Jean-Michel Caram. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir, merci de m'accueillir. Vous êtes président et fondateur de Yeva Group et Memscap. Vous êtes un spécialiste de la tech depuis de nombreuses années. Vous êtes maintenant dans la beauty tech, dans la beauté aussi. Vous avez plein de projets. Vous imaginez créer une espèce de Netflix de la beauté, vous allez nous en parler dans un instant. Vous avez un parcours hyper intéressant parce que vous êtes parti de rien finalement, vous avez grandi au Liban, vous êtes arrivé en France à 20 ans, sans pas grand-chose, et grâce à votre talent et à votre volonté d'entreprendre, voilà, vous êtes devenu très riche parce que vous avez réussi, vous êtes devenu entrepreneur. À cette occasion, vous avez sorti ce livre il y a quelques semaines de cela, La réussite est en vous, par aux éditions Michel Lafon, devenez l'entrepreneur dont le monde a besoin. Et je le disais, vous apparaissez dans l'émission Qui veut être mon associé. C'est amusant de faire de la télé ? Oui, c'est très amusant. Et en fait, c'est quelque chose qui était nouveau en saison 5. Là, c'est la saison 6. Et j'ai appris plein de choses. Et puis, surtout, c'est une émission qui est utile. C'est une vraie émission utile pour l'entrepreneuriat, qui fait vibrer le tissu entrepreneurial français. On est des entrepreneurs qui investissent dans d'autres entrepreneurs. Et je pense que la France a besoin de l'entrepreneuriat pour bien s'en sortir. Voilà. Alors, évidemment, plein de questions, mais aujourd'hui, votre actualité, enfin l'une des actualités importantes, c'est que, ça y est, vous êtes introduit en bourse. Ça y est. On a introduit. En fait, moi, je suis président du côté Memscap depuis 25 ans. Mais aujourd'hui, nous avons lancé l'augmentation, l'introduction en bourse de Yeva Group. La période de souscription elle est d'aujourd'hui jusqu'au 25 mars. Nous avons eu la chance d'avoir un cornerstone qui garantit 38% de l'enveloppe totale et qui est la BPI, surtout avec leurs nouveaux fonds. Donc c'est une introduction en bourse qui part d'une très très bonne manière et surtout avec une entreprise vraiment incroyable parce que en moins de 5 ans, nous avons réussi à construire le leader
de la beauté personnalisée. Oui, c'est votre job parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. Vous êtes vraiment dans la beauté personnalisée. Oui. Je parlais tout à l'heure du Netflix de la beauté. C'est un peu ce que vous voulez mettre en place. Qu'est-ce que ça veut dire, le Netflix de la beauté? Eva Group, c'est une maison de marque de services et d'expériences de beauté personnalisée activée par l'IA, la tech et la data. Et le tout porté par le storytelling, le contenu et les communautés. Nous voulons, en fait, par l'approche Netflix de la beauté, avoir une relation directe avec nos clients, s'occuper de leur beauté par des abonnements. Aujourd'hui, nous avons 55% de notre chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires en 5 ans, on est passé à 43,4 millions d'euros, donc avec 70% de croissance annuelle. Et nous avons aujourd'hui 55% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé avec des abonnements. Vous avez des applis, vous avez des appareils de mesure dans les points de vente. On est présent chez Marionneau, chez Beauty Success, on est présent chez Douglas, chez April. Vous pouvez faire votre diagnostic. La technologie va vous recommander vos soins de peau, votre capillaire, vos make-up, etc. Vous pouvez l'avoir aussi via un abonnement. Il arrive chez vous. Vous pouvez avoir dans le coffret aussi un bijou connecté qui mesure tout le stress environnemental autour de vous. Et on personnalise votre rituel beauté, votre rituel bien-être à vous et à votre manière de vivre. Et le but, c'est quoi finalement? Le but, comme je l'ai dit dans l'émission, moi, je veux mourir beau. Et le but, c'est la beautiful longevity, ça veut dire vieillir sans s'effacer. Alors, c'est un sujet en plus qui explose, la beauté. Hein, évidemment. Qui est de plus en plus tech. Oui. On le voit aujourd'hui, L'Oréal, par exemple, chaque année est au CES de Las Vegas pour présenter des nouveautés. Peut-être que vous y êtes ou vous aussi, enfin d'ailleurs. Voilà, parce que comment la tech s'intègre dans ce business. J'étais avec Ioma, une des marques de Eva Group, que j'ai créée en 2010, que j'ai vendue à Unilever, je l'ai annoncé ici, en 2012. Puis j'ai repris à Unilever en 2023 par Eva Group. J'étais le précurseur, en fait, de Ioma, c'est à l'envers, de la personnalisation et de l'arrivée de la tech massive, parce qu'on a déployé des milliers d'appareils de diagnostic dans tous les magasins. Et aujourd'hui, la beauty tech, ça veut dire l'alliance entre la technologie en tout point. Ça veut dire mesure, ça veut dire IA, ça veut dire data intelligente, etc. Et la beauté est devenu le segment qui grandit le plus dans le marché de la beauté. Le marché de la beauté grandit, 5 points par an. La beauty tech, elle, grandit 18% tous les ans de taux moyen. Elle est portée par quoi, cette croissance? Par 3 moteurs: la personnalisation, la technologie, l'arrivée de la technologie et l'omnicanalité, donc la digitalisation. Est-ce que ça, c'est un peu le sésame de la beauty tech? C'est évident. En fait, ce téléphone... Je parlais du smartphone, pour tous ceux qui sont avec nous à la radio. A permis, en fait, la digitalisation, a permis l'omnicanalité. Aujourd'hui, notre client, on est en contact avec lui dans le passé, on était en contact avec lui dans un magasin physique. Aujourd'hui, il y a 30 millions de points de contact avec lui, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les e-shops, que ce soit les abonnements. Donc, multiplicité de points de contact avec le client, multiplicité de l'opportunité. Mais évidemment, quand on a plein de contacts, il faut être parfait sur tous les points de contact parce que sinon, le client peut partir ailleurs. L'un des travers de tout cela, c'est peut-être les réseaux sociaux. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. C'est vrai que la beauté est un sujet sur les réseaux sociaux qui est parfois un peu... on va dire surexposé, c'est-à-dire que voilà, pour certains jeunes, ne pas respecter les canons de beauté, c'est un vrai problème, etc., etc. Comment vous êtes conscient en fait aussi de cette limite finalement que peut avoir cette beauté en fait qui est comme somme toute assez aléatoire et voilà. La beauté je peux être beau pour quelqu'un et pas beau pour quelqu'un d'autre. La beauté dont vous parlez, c'est la beauté relative. Ça veut dire que moi, mais c'est celle qui est affichée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais le problème, oui, et en plus, surtout, même, vous avez sur les réseaux sociaux tout ce qui est filtre, etc. Bien sûr. Et ça pose un problème parce que les gens, après, quand ils regardent leur miroir réel, ils ne voient pas ce qu'ils peuvent voir avec les filtres, etc. Donc, il faut faire attention. Pour moi, la beauté, réellement, c'est être bien. C'est vieillir bien. Moi, je ne cherche pas à prolonger. Nous, on fait ce qu'on appelle la beautiful longevity. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à prolonger la vie. Ce qu'on cherche à prolonger, c'est incarner sa beauté. Et d'ailleurs,
la chose la plus belle dans tout ce qu'on apporte, c'est la personnalisation. Nous pensons que chaque personne est unique. Nous pensons que chaque personne est belle à sa manière et nous adressons tous nos rituels pour chaque personne d'une manière différente. Et c'est pour ça que la personnalisation est importante. Ce n'est pas parce que seulement c'est l'épitome du luxe, mais c'est parce que c'est la fondation de l'efficacité. Jean-Michel Caram, souvent quand on est spécialisé dans la beauté, après ça nous démange, on a envie d'aller du côté de la santé, du bien-être. Bravo. Parce que c'est pas loin, on le voit, L'Oréal est de plus en plus sur ces sujets-là. Le fait par exemple de prendre une photo et de voir qu'on a des problèmes de peau, des choses comme ça. Vous allez sur ce sujet. On est ceux qui ont créé ce territoire-là. Tout ce qui est diagnostic, nous, par exemple, vous téléchargez l'application Maïeva aujourd'hui, vous prenez une photo, vous avez l'IA qui va comparer votre image à 50 000 autres images, et à partir de là, on va déterminer l'âge de la peau, on va vous dire quelles sont les imperfections. Et en fait, la chose très importante, c'est que la beauté a muté. C'est devenu beauté bien-être. Dans le temps, on expliquait aux gens, il suffit de faire une petite crème et tout va bien. Non. Pour être beau, il faut avoir une hygiène de vie. Oui, il faut que la crème... Arrêter de fumer, par exemple. Le tout est important. Si vous mettez des crèmes, vous allez vous griller au soleil. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien du tout. Donc, c'est pour ça que c'est une totalité. C'est pour ça qu'en plus, Ieva Group, il n'est pas le numéro 1 aujourd'hui de la beauté personnalisée, mais il est le numéro 1 de la beauté et bien-être personnalisé. Aujourd'hui, dans Maïeva, nous avons Maïeva Fit, qui est le sport gratuit dedans, personnalisé. Vous avez Maïeva Eat, donc ce que vous devez manger pour combattre la pollution autour de vous, etc. Donc, mais est-ce que vous avez envie, par exemple, de vous rapprocher de certains acteurs pour remonter des données biométriques? En France, on a par exemple WeSings, qui est une boîte formidable. Je connais très bien. Il faut savoir que chez Ieva Group, nous avons aujourd'hui la base qui s'appelle l'Atlas de la peau, la plus grande au monde de toutes les caractéristiques de diagnostic. Nous avons diagnostiqué plus de 1 million de personnes. Nous avons toutes les datas. Nous développons nos produits en regardant ce qui se passe. C'est énormément de valeur. Aujourd'hui, une des choses les plus importantes chez Ieva, c'est ces millions on a une communauté de plus de 4 millions d'abonnés. On a des datas, plus de 1 million de diagnostics personnalisés qui ont été faits partout. Avec la technologie, c'est pas je pense que ma peau est comme ça, non. Nous, on regarde en dessous de la peau, on mesure 22 paramètres sur la peau et on a toutes ces datas. Et ça fait quoi? Ça fait pas seulement que je peux vous faire les meilleures recommandations et le meilleur traitement, mais ça fait aussi que même mon CRM, quand je vous envoie un message, il est personnalisé. Si j'ai un produit, par exemple, qui traite les rougeurs, je vais pas arroser la terre et les emmerder, mais je vais envoyer seulement aux gens qui ont des problèmes de rougeur et donc des taux d'ouverture qui dépassent 50%. Merci beaucoup Jean-Michel Caram d'être venu nous parler avec passion de ce sujet-là. On voit, il vous anime. Bonne introduction en bourse. Merci beaucoup, c'est très gentil de m'accueillir. Cet ouvrage qui est disponible, donc je disais, dans le commerce, La réussite est en vous, de Jean-Michel Caram. Pour terminer ce Tech & Co, très belle soirée. Merci de nous avoir suivis. Demain soir, dès 19h30, nous serons là. Ce sera Frédéric Simotel. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouverai vendredi pour De quoi je me mail et lundi pour Tech & Co. Bonne soirée, à très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.